Vous savez, ce qui me fait vraiment peur, ce qui me tient éveillé parfois quand je pense à toutes ces femmes que j'ai rencontrées dans mon cabinet au fil des années, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la mort, c'est quelque chose de beaucoup plus silencieux et de beaucoup plus dévastateur. C'est cette femme qui se réveille un matin, qui regarde le plafond de sa chambre et qui réalise qu'elle est devenue invisible, pas pour le monde entier, non, pour l'homme qu'elle aime. Pour cet homme qui dormait à côté d'elle pendant 20 ans et qui maintenant la regarde comme on regarde un meuble qu'on ne remarque plus. Et ce matin-là, cette femme se lève, elle prépare son café, elle se regarde dans le miroir, et elle se pose une question qui fait mal comme une lame froide. Elle se demande, est-ce que j'ai encore quelque chose à offrir? Est-ce que je suis encore désirable? Est-ce que quelqu'un peut encore me vouloir vraiment? Je m'appelle Christophe André, je suis psychiatre et psychothérapeute et depuis plus de 30 ans, j'accompagne des êtres humains dans leurs moments les plus vulnérables. Et je vais vous dire quelque chose que peu de gens osent dire clairement. Les femmes de 45 à 60 ans sont les êtres les plus sous-estimés, les plus mal compris et les plus injustement ignorés de notre société. Et ce n'est pas une opinion romantique, c'est une réalité clinique que j'observe chaque semaine dans mon travail. Ces femmes ont construit des familles, elles ont traversé des tempêtes, elles ont développé une intelligence émotionnelle que la plupart des hommes n'atteindront jamais. Et pourtant, elles se retrouvent parfois à douter d'elles-mêmes avec une intensité qui me brise le cœur. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de très précis. Je veux vous parler de ce que les hommes ne disent jamais à voix haute, mais qu'ils ressentent avec une force absolue. Je veux vous parler de ces comportements, de ces attitudes, de cette façon d'être qui fait littéralement perdre le contrôle aux hommes, pas perdre le contrôle dans le sens violent du terme, non, perdre le contrôle dans le sens où ils ne peuvent plus s'empêcher de penser à vous, de vous regarder, de vouloir être près de vous. Et je vous assure que ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de corps parfait, ce n'est pas une question de jeunesse retrouvée. C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus puissant et surtout de bien plus accessible que tout ce qu'on vous a jamais dit. Imaginez une scène très ordinaire. Une femme entre dans un café, elle a 52 ans, elle n'est pas maquillée de façon extravagante, elle ne porte pas une tenue provocante, elle ne cherche pas à attirer l'attention, mais il y a quelque chose dans sa façon de marcher, dans la façon dont elle s'installe à sa table, dans la façon dont elle commande son café, en regardant le serveur droit dans les yeux avec un sourire qui n'est pas forcé, qui est juste vrai. Il y a quelque chose qui fait que les hommes dans ce café la regardent. Pas de façon vulgaire, non. Ils la regardent comme on regarde quelque chose de rare, quelque chose qu'on ne sait pas très bien nommer, mais qu'on reconnaît immédiatement. Et cette femme, elle ne le fait pas exprès. Ou plutôt, elle le fait exprès sans y penser, parce qu'elle a appris, consciemment ou non, à habiter son propre espace avec une présence qui est magnétique. Cette scène, je l'ai observée des dizaines de fois, dans des cafés, dans des salles d'attente, dans des réunions professionnelles, et à chaque fois, la question qui se pose est la même. Qu'est-ce que cette femme a que les autres n'ont pas ? Et la réponse n'est jamais ce qu'on croit au premier abord. Ce n'est pas la beauté physique au sens conventionnel. Ce n'est pas la jeunesse. Ce n'est pas la jeunesse. Ce n'est pas l'argent ou le statut social. C'est quelque chose d'infiniment plus subtil et d'infiniment plus puissant. Mais avant de vous révéler exactement ce que c'est, je veux que vous vous abonniez à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ce que je partage ici, ce n'est pas du contenu que vous trouverez ailleurs avec cette profondeur et cette honnêteté. Je travaille depuis des décennies avec des êtres humains dans l'intimité la plus vraie et je mets ici tout ce que j'ai appris. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche parce que les prochaines vidéos que je vais publier vont changer votre façon de vous voir vous-même et par conséquent la façon dont les autres vous voient. C'est un investissement de 30 secondes qui peut transformer votre vie relationnelle de façon durable. Maintenant, revenons à ce qui est vraiment important. Parce que je veux vous parler d'une réalité que beaucoup de femmes ne veulent pas regarder en face et je vais le faire avec toute la bienveillance dont je suis capable, mais aussi avec toute la franchise que vous méritez.
Voici ce qui se passe dans la tête d'un homme qui s'éloigne. Et je dis bien dans la tête parce que les hommes ne parlent pas beaucoup, vous le savez. C'est presque une spécialité masculine de garder les choses enfouies jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un homme qui commence à se détacher d'une relation ne le fait pas toujours parce qu'il ne vous aime plus. Souvent, il le fait parce qu'il a perdu quelque chose qu'il ne sait même pas nommer. Il a perdu ce sentiment de fascination, cette légère tension agréable qui existait au début, cette impression que vous étiez quelqu'un qu'il ne comprenait pas complètement et qu'il voulait continuer à découvrir. Et quand ce sentiment disparaît, quand il a l'impression de tout savoir sur vous, de pouvoir prédire chacune de vos réactions, quelque chose en lui commence à s'éteindre doucement, pas brutalement, non doucement, comme une bougie qui manque d'oxygène. Et voilà le danger réel. Le danger, ce n'est pas qu'il parte du jour au lendemain. Le danger, c'est qu'il reste physiquement, mais qu'il parte intérieurement. Et un jour, sans que vous compreniez vraiment pourquoi, sans qu'il y ait eu de grandes disputes, sans qu'il y ait eu de trahison évidente, il vous annonce qu'il veut partir. Ou pire, il ne vous annonce rien, il rencontre quelqu'un d'autre, et cette autre personne lui redonne ce sentiment de fascination, cette légère incertitude agréable, cette impression de découvrir quelque chose de nouveau. Et là, le monde s'effondre. Je vois des femmes dans cette situation tous les mois dans mon cabinet, des femmes brillantes, belles, intelligentes, généreuses, qui n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé, qui se demandent ce qu'elles auraient pu faire différemment, qui se torturent en imaginant cette autre femme, cette rivale invisible, et qui se comparent à elle avec une cruauté envers elle-même qui me fait mal à voir. Et la question qu'elle me pose toujours, la question qui revient comme un refrain douloureux, c'est: qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Et je vais vous dire quelque chose d'important. Cette question est la mauvaise question. Ce n'est pas ce que l'autre a que vous n'avez pas. C'est ce que vous avez cessé de faire, ce que vous avez cessé d'être, non pas par manque d'amour, mais parce que personne ne vous a jamais appris à maintenir cette flamme vivante. Parce que notre société, avec toute sa bienveillance apparente, vous a appris à être disponible, à être présente, à être aimante, mais elle ne vous a jamais appris à rester mystérieuse, à rester désirante, à rester une femme avec un monde intérieur si riche et si vivant que l'homme à côté de vous n'a jamais l'impression de vous avoir complètement comprise. Et si vous ne prenez pas conscience de cela maintenant, si vous ne comprenez pas ce mécanisme profond qui régit l'attraction masculine, vous risquez de vous retrouver dans une situation encore plus douloureuse que celle que vous vivez peut-être en ce moment. Parce que pendant que vous attendez, pendant que vous espérez, pendant que vous demandez si les choses vont changer, lui, il continue à vivre. Et la vie continue à lui offrir des rencontres, des possibilités, des femmes qui, peut-être sans le savoir, font exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et voici ce qui me fait vraiment peur pour vous. Ce n'est pas qu'ils partent les séparations, ça arrive, ça fait mal, mais ça surmonte. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils partent et qu'ils construisent quelque chose de beau avec quelqu'un d'autre. Qu'ils soient heureux d'une façon qu'il ne l'a jamais été avec vous. Pas parce que vous n'étiez pas assez bien, non, vous êtes extraordinaire, je vous assure, mais parce que cette autre personne a su déclencher chez lui quelque chose que vous n'avez jamais su déclencher. Et vous, vous resterez là avec vos questions sans réponse, avec votre douleur intacte, en regardant de loin une vie qui aurait pu être la vôtre. Et le pire, le vraiment pire dans tout ça, c'est que cette autre femme n'est peut-être pas meilleure que vous. Elle n'est peut-être pas plus belle, pas plus intelligente, pas plus généreuse. Elle fait juste certaines choses différemment, des choses que vous pouvez apprendre, des choses que vous pouvez intégrer à partir d'aujourd'hui, des choses qui vont changer non seulement votre relation amoureuse, mais votre façon d'être dans le monde entier. Alors restez avec moi parce que je vais vous les révéler une par une, et je vais le faire avec toute la précision d'un clinicien et toute la chaleur d'un ami qui vous veut vraiment du bien. La première chose que j'ai observée chez les femmes qui font perdre le contrôle aux hommes, c'est quelque chose que j'appelle la présence incarnée. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire concrètement, parce que ce n'est pas un concept abstrait, c'est quelque chose que vous pouvez observer, mesurer, développer. La présence incarnée, c'est le fait d'être vraiment là où vous êtes,
pas dans vos pensées sur ce que vous allez faire demain, pas dans vos inquiétudes sur ce que l'autre pense de vous, pas dans votre liste mentale de choses à faire. Vraiment là, dans votre corps, dans l'instant présent, en contact avec ce qui se passe autour de vous. Et je sais que ça peut sembler simple, même un peu naïf, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est en réalité l'une des choses les plus rares et les plus magnétiques qu'un être humain puisse offrir à un autre. Quand vous parlez à quelqu'un et que vous êtes vraiment là, quand vos yeux sont vraiment là, quand vos yeux sont vraiment sur lui, quand votre écoute est vraiment active, quand votre corps est vraiment tourné vers lui, cet homme ressent quelque chose qu'il ne ressent presque jamais dans sa vie quotidienne. Il ressent qu'il compte vraiment, qu'il est vu, qu'il est entendu. Et cette sensation est tellement rare, tellement précieuse qu'elle crée immédiatement une connexion profonde, un lien émotionnel qui dépasse largement ce que la beauté physique peut créer. J'ai un ami, je ne vais pas vous donner son nom évidemment, qui est un homme très séduisant, très successful comme on dit maintenant, qui a eu beaucoup de relations dans sa vie et un jour il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il m'a dit, Christophe, la femme dont je suis tombé le plus amoureux dans ma vie, ce n'était pas la plus belle, ce n'était pas la plus jeune. C'était celle qui, quand je lui parlais, me donnait l'impression d'être la seule personne qui existait au monde. Et quand j'ai analysé ça avec lui, on a réalisé que ce qu'il décrivait, c'était exactement la présence incarnée. Cette femme était là, complètement sans distraction, sans agenda caché, sans performance. Et ça l'avait rendu fou d'elle. Alors, comment développer cette présence incarnée ? La première étape, et c'est une étape très concrète que je vous demande de pratiquer dès aujourd'hui, c'est d'apprendre à sentir votre corps avant d'entrer dans une interaction importante. Avant un rendez-vous, avant une conversation difficile, avant de retrouver quelqu'un qui compte pour vous, prenez 30 secondes, juste 30 secondes. Fermez les yeux si vous pouvez ou gardez-les ouverts si vous êtes dans un lieu public. Et sentez vos pieds sur le sol, sentez le poids de votre corps dans votre chaise ou dans vos jambes. Prenez une inspiration profonde et expirez lentement. Ce simple geste va vous ancrer dans votre corps, va réduire le bruit mental et va vous permettre d'être présente d'une façon qui se verra, qui se sentira, qui se sera perçue par l'autre comme quelque chose d'exceptionnel. C'est de la pleine conscience, oui, mais pas la pleine conscience mystique qu'on vend dans les boutiques de bien-être avec des bougies et des cristaux. C'est de la pleine conscience pragmatique, fonctionnelle, au service de votre vie relationnelle. Et ça marche, pas parce que c'est magique, mais parce que c'est neurobiologiquement fondé. Quand vous êtes présente dans votre corps, votre système nerveux se régule, votre langage corporel s'ouvre, votre voix devient plus posée, votre regard devient plus direct. Et tout ça envoie des signaux que l'autre perçoit au niveau inconscient comme des signaux de sécurité, de confiance et d'attractivité. Vous savez, je vais vous poser une question et je veux que vous y réfléchissiez vraiment. Quand vous êtes avec un homme qui vous intéresse, est-ce que vous êtes vraiment là ou est-ce que vous êtes en train de surveiller ses réactions, de vous demander ce qu'il pense de vous ? De calculer ce que vous allez dire ensuite pour lui plaire. Si vous êtes honnête avec vous-même, la réponse est probablement la deuxième option. Et ce n'est pas de votre faute, c'est ce que notre société nous apprend à faire. Mais c'est exactement ce qui crée cette légère tension désagréable, cette impression de performance, cette perte de naturel qui fait que la connexion reste en surface et ne va jamais vraiment en profondeur. La présence incarnée, c'est le contraire de la performance, c'est dire je suis là, je suis moi et je n'ai pas besoin de me transformer en quelque chose d'autre pour mériter votre attention. Et paradoxalement, c'est précisément cette attitude qui rend les gens fous de vous. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est lié à la présence incarnée, mais qui est encore plus puissant. Quelque chose que j'ai observé chez les femmes les plus magnétiques que j'ai rencontrées dans ma vie et dans mon travail. Je l'appelle l'indépendance émotionnelle. Et attention, je ne parle pas de froideur, je ne parle pas de distance, je ne parle pas de cette attitude de femme forte qui ne montre jamais ses émotions.
Je parle de quelque chose de beaucoup plus nuancé et de beaucoup plus vrai. L'indépendance émotionnelle, c'est le fait d'avoir une vie intérieure si riche, si vivante, si pleine que votre bonheur ne dépend pas de l'approbation de l'autre. C'est le fait d'aimer quelqu'un sans en avoir besoin pour exister. Et je sais que cette distinction peut sembler subtile, mais elle change absolument tout dans la dynamique d'une relation. Voici ce que j'observe cliniquement. Les femmes qui ont le plus de mal à attirer ou à retenir un homme sont souvent celles qui ont mis leur bonheur entre les mains de cet homme qui se réveille le matin en pensant à lui, qui vérifie leur téléphone toutes les 5 minutes en attendant son message, qui organise leur vie entière autour de ses disponibilités, qui modifie leurs opinions, leurs goûts, leurs envies pour correspondre à ce qu'elle croit qu'il veut. Et le problème, ce n'est pas que cet amour est trop grand. Le problème, c'est que cet amour est devenu une dépendance. Et les dépendances, ça se voit, ça se sent et ça fait fuir. Pourquoi ? Parce que les hommes, comme tous les êtres humains, sont attirés par ce qui a de la valeur. Et la valeur dans le monde émotionnel se mesure à la rareté. Quand quelqu'un a besoin de vous pour être heureux, vous devenez responsable de son bonheur. Et cette responsabilité, inconsciemment, devient un poids. Alors qu'une femme qui est heureuse avec vous, mais qui serait aussi heureuse sans vous, cette femme est fascinante. Parce qu'elle choisit d'être avec vous. Et être choisie, vraiment choisie, librement, sans contrainte, sans dépendance, c'est l'une des expériences les plus enivrantes qu'un être humain puisse vivre. Je me souviens d'une patiente que j'ai suivie pendant plusieurs années. Je vais l'appeler Marie. Bien sûr, ce n'est pas son vrai prénom. Marie avait 50 ans quand elle est venue me voir pour la première fois. Elle sortait d'une relation de 22 ans qui s'était terminée de façon brutale. Son mari était parti avec une collègue de travail plus jeune et Marie était dévastée. Elle me disait « Je lui ai tout donné, j'ai tout sacrifié pour lui, comment il a pu faire ça ?» Et c'était vrai, elle lui avait tout donné. Elle avait abandonné sa carrière, ses amis, ses passions, ses rêves. Elle s'était réduite à être l'épouse parfaite, la mère parfaite, la femme qui fait tout bien. Et en faisant ça, en s'effaçant complètement, elle avait perdu ce qui la rendait irrésistible au départ. Elle avait perdu elle-même. Le travail qu'on a fait ensemble pendant 2 ans, ça n'a pas été de la réparer, elle n'était pas cassée. Ça a été de l'aider à se retrouver, à se souvenir de qui elle était avant lui, de ce qu'elle aimait, de ce qui la faisait vibrer, de ses opinions propres, de ses désirs profonds, Et au fur et à mesure qu'elle se retrouvait, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Les gens autour d'elle ont commencé à la regarder différemment. Ses amis lui disaient qu'elle avait changé, qu'elle était plus lumineuse. Et les hommes, oui, les hommes ont commencé à s'intéresser à elle d'une façon qu'elle n'avait pas connue depuis des décennies. Pas parce qu'elle avait maigri, pas parce qu'elle s'était refait quelque chose, pas parce qu'elle avait changé sa façon de s'habiller, mais parce qu'elle avait retrouvé cette présence à elle-même, cette indépendance émotionnelle, cette façon d'être dans le monde qui disait « je suis quelqu'un, je suis intéressante ». J'ai une vie qui vaut la peine d'être connue et voilà ce que je veux que vous compreniez profondément. Votre attractivité ne vient pas de ce que vous faites pour les autres. Elle vient de ce que vous êtes pour les autres. Elle vient de ce que vous êtes pour vous-même. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avez le contrôle, vous avez toujours le contrôle, pas sur lui, pas sur ses sentiments, pas sur ses choix, mais sur vous-même, sur votre façon d'être, sur votre niveau de présence, sur la richesse de votre vie intérieure. Et c'est là que réside votre vrai pouvoir. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui pourrait vous déranger un peu et je vous demande de rester avec moi même si ça fait mal. Est-ce que vous avez une vie qui vous appartient vraiment ? Est-ce que vous avez des passions, des projets, des amis, des activités qui vous remplissent indépendamment de votre relation amoureuse ? Est-ce que vous savez ce qui vous rend heureuse en dehors de lui ? Si la réponse est non, ou si la réponse est « je ne sais plus », alors c'est là que vous devez commencer. Pas en cherchant des techniques pour le séduire, en cherchant à vous retrouver vous-même, parce que quand vous vous retrouvez, tout le reste suit naturellement. Voici un exercice très concret que je vous propose. Prenez une feuille de papier et écrivez 10 choses que vous aimez faire qui n'ont rien à voir avec lui.
10 activités, 10 passions, 10 plaisirs qui vous appartiennent. Si vous avez du mal à en trouver 10, si vous en trouvez seulement 5 ou 3, c'est un signal important. C'est un signal que vous avez peut-être trop investi votre identité dans la relation au détriment de vous-même. Et le travail commence là, à recommencer à faire une de ces choses cette semaine, juste une, et observez ce qui se passe dans votre énergie, dans votre façon d'être, dans la façon dont les autres vous perçoivent. Je veux maintenant vous parler d'une troisième chose que les femmes les plus magnétiques font différemment, et c'est quelque chose qui va peut-être vous surprendre parce que c'est à l'opposé de ce qu'on vous a enseigné. Ces femmes savent dire non. Pas de façon agressive, pas de façon froide, pas de façon qui blesse l'autre, mais avec une clarté et une douceur qui sont absolument irrésistibles. Dans notre culture, les femmes sont élevées dans l'idée que leur rôle est de s'adapter, de plaire, d'accommoder. Et cette éducation, bien qu'elle parte souvent d'une intention bienveillante, crée des femmes qui ne savent pas établir de limites saines. Des femmes qui disent oui quand elles veulent dire non, qui acceptent des comportements qui les blessent parce qu'elles ont peur de perdre l'amour de l'autre. Qui se taisent quand elles devraient parler, et ce pattern, ce schéma répétitif, crée exactement l'effet inverse de ce qu'elles cherchent. Il crée du ressentiment, de la distance et paradoxalement du désintérêt de la part de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui obtient tout ce qu'il veut sans effort, sans résistance, sans négociation, perd progressivement l'intérêt, ce n'est pas parce que les hommes sont sadiques ou qu'ils aiment souffrir, c'est parce que le désir humain est fondamentalement lié à l'effort. Ce qu'on obtient trop facilement, on ne le valorise pas. Ce qui nous résiste un peu, ce qui nous demande de nous dépasser, ça nous fascine. Et une femme qui sait dire non avec grâce, qui a des limites claires et qui les maintient avec douceur, mais avec fermeté, cette femme envoie un message très puissant. Elle dit « je sais ce que je vaux ». Et cette certitude intérieure est l'une des choses les plus séduisantes qui existent. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginez qu'un homme vous invite à dîner un soir où vous avez déjà prévu quelque chose pour vous, un cours de yoga, une soirée avec des amis, un moment pour vous que vous attendez depuis la semaine. La plupart des femmes, dans ce cas, vont annuler leur plan pour être disponibles pour lui, parce qu'elles ont peur qu'il se désintéresse si elles ne sont pas disponibles. Mais voici ce qui se passe réellement dans la tête de l'homme quand vous faites ça. Il enregistre inconsciemment que vous êtes toujours disponible pour lui, que vous n'avez pas de vie si importante que vous ne puissiez pas tout lâcher pour lui. Et ça, au lieu de le rendre plus attaché, ça le rend moins intéressé. Maintenant, imaginez l'autre scénario. Vous lui dites, avec un sourire chaleureux et sans aucune agressivité, ce soir je ne peux pas, j'ai quelque chose d'important pour moi, mais je serai ravi de te voir jeudi. Et vous lui souriez et vous raccrochez. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Il se demande ce que vous faites. Il est légèrement surpris, peut-être même légèrement déstabilisé. Et cette légère déstabilisation crée quelque chose de précieux. Elle crée de la curiosité, elle crée un désir de vous conquérir. Elle lui rappelle que vous êtes quelqu'un avec une vie, avec des priorités, avec de la valeur. Et jeudi, quand vous le retrouvez, il est plus présent, plus attentionné, plus investi. Ça peut sembler être un jeu, mais ce n'est pas un jeu, c'est simplement le fait d'avoir une vie réelle avec de vraies priorités et de ne pas l'abandonner au premier signe d'intérêt masculin. C'est le fait de vous respecter vous-même. Et le respect de soi est toujours visible, toujours perçu, toujours admiré. Est-ce que vous savez combien de femmes brillantes j'ai vues dans mon cabinet qui avaient complètement oublié comment se respecter elles-mêmes? Des femmes qui avaient accepté des comportements inacceptables pendant des années parce qu'elles avaient peur d'être seules. Et cette peur de la solitude, je veux vous en parler maintenant parce que c'est l'une des choses les plus importantes que je veuille partager avec vous aujourd'hui. La peur de la solitude est l'ennemi numéro 1 de votre attractivité. Et je vais vous expliquer pourquoi avec une précision clinique. Quand vous avez peur d'être seul, cette peur se voit, elle se sent,
elle se crée une légère tension dans tout ce que vous faites dans une relation. Chaque message que vous envoyez est chargé de cette peur. Chaque interaction est teintée de ce besoin. Et l'autre, même sans le conscientiser clairement, le perçoit. Et ce qu'il perçoit, ça ressemble à de la fragilité, à de la dépendance, et paradoxalement, ça le fait reculer. Alors voici ce que je vous propose. Voici ce que je vous propose. Au lieu de combattre la peur de la solitude en cherchant désespérément quelqu'un, pour la remplir, apprivoisez-la. Apprenez à être seul avec vous-même d'une façon qui soit nourrissante plutôt qu'angoissante. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout si vous allez passer des années en couple, surtout si vous avez des enfants qui sont partis du nid, surtout si la maison est silencieuse, d'une façon qui fait mal. Mais c'est précisément dans ce silence que vous pouvez vous retrouver, et quand vous vous retrouvez, vous devenez quelqu'un d'entier. Et les gens entiers sont les plus magnétiques qui soient. Voici un exercice pratique pour commencer à apprivoiser la solitude. Choisissez un soir par semaine qui est votre soir rien que pour vous. Pas pour regarder des séries en attendant qu'il appelle, pas pour scroller sur les réseaux sociaux en cherchant des distractions, mais pour faire quelque chose qui vous nourrit vraiment. Cuisiner un plat que vous aimez, lire un livre qui vous passionne, prendre un bain avec des huiles essentielles et de la musique que vous adorez, dessiner, écrire, jardiner, peu importe. Le contenu n'est pas important. Ce qui est important, c'est de créer une relation positive avec votre propre compagnie. De vous prouver à vous-même que vous êtes quelqu'un avec qui il fait bon être, et quand vous aurez fait ça régulièrement pendant quelques semaines, vous remarquerez quelque chose d'étonnant. Cette légère anxiété qui était toujours là en arrière-fond, cette peur diffuse d'être abandonné, elle va commencer à s'apaiser, pas parce que vous avez trouvé quelqu'un, mais parce que vous avez trouvé vous-même. Et cette sérénité intérieure, cette façon d'être pleine et entière, même seule, elle va se voir sur votre visage, dans votre posture, dans votre façon de parler. Et les hommes qui sont des êtres humains comme tous les autres vont la sentir et vont être attirés par elle comme des papillons vers la lumière. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est peut-être le plus contre-intuitif de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Les femmes qui font perdre le contrôle aux hommes sont des femmes qui n'ont pas peur du conflit. Attention, je ne dis pas qu'elles cherchent le conflit, je ne dis pas qu'elles sont agressives ou difficiles, je dis qu'elles n'ont pas peur d'exprimer ce qu'elles ressentent, même quand c'est inconfortable, même quand ça risque de déplaire. Dans ma pratique clinique, j'ai observé un pattern très clair. Les couples qui durent, les relations qui restent vivantes et passionnées après des années, ce sont des couples où les deux personnes savent se dire des choses difficiles sans que ça détruise la relation. Ce sont des couples où la femme ose dire « je n'ai pas aimé quand tu as fait ça » ou bien « j'ai besoin que tu changes quelque chose dans ton comportement ». Et elle le dit avec clarté, avec calme, sans drama, sans manipulation, mais elle le dit. Les femmes qui n'osent pas dire ces choses, qui avalent leur frustration pour maintenir une paix superficielle, ces femmes accumulent du ressentiment et le ressentiment, c'est comme de l'acide, ça ronge la relation de l'intérieur, doucement, invisiblement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et un jour, l'homme se retrouve en face d'une femme qui semble froide, distante, désengagée, et il ne comprend pas pourquoi, parce qu'elle n'a jamais rien dit. Alors, osez parler, osez dire ce qui ne va pas en accusant, pas en attaquant, mais en exprimant. La différence entre accusation et expression, c'est la différence entre « tu m'as blessé » et « je me suis senti blessé quand tu l'as fait ça ». La première met l'autre en position de défense. La deuxième ouvre une conversation, et cette conversation, même si elle est difficile, même si elle crée un moment de tension, elle crée aussi de la profondeur, de la vraie connexion, de la vraie intimité. Et l'intimité vraie, c'est ce qui maintient le désir vivant sur le long terme. Je vais vous poser une question maintenant, et je veux que vous ayez une question maintenant, et je veux que vous y répondiez honnêtement. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez jamais dites à l'homme qui compte pour vous parce que vous aviez peur de sa réaction, des besoins non exprimés, des frustrations accumulées, des désirs inavoués? Si oui, et je parie que oui, alors une partie de la distance que vous ressentez dans votre relation vient peut-être de là. Pas de lui, de vous.
de votre silence. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir de ne plus être silencieuse à partir d'aujourd'hui. Voici comment faire concrètement. Choisissez une chose, une seule, que vous avez envie de dire depuis longtemps et que vous n'avez pas dite. Préparez-la, écrivez-la d'abord si ça vous aide. Formulez-la en termes de ressenti, pas en termes d'accusation. Et trouvez un moment calme, sans pression, sans fatigue excessive pour la dire. Et observez ce qui se passe. Souvent, vous serez surprise de la réaction. Souvent, l'autre est soulagé que vous parliez enfin, parce que lui aussi sentait que quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas quoi. La communication authentique, c'est l'un des outils les plus puissants que vous ayez pour créer et maintenir de l'attraction. Pas la communication parfaite, pas la communication sans émotion, mais la communication vraie. Celle qui vient du cœur, qui dit ce qui est réel, qui ne se cache pas derrière des politesses vides. Et les hommes, contrairement à ce qu'on croit souvent, les hommes ont soif de cette authenticité, ils sont fatigués des jeux, des sous-entendus, des messages codés qu'ils ne savent pas déchiffrer. Une femme qui parle vrai est un trésor rare, et les trésors rares, on les garde précieusement. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de très important qui touche directement à la question de l'attractivité physique, parce que je sais que beaucoup d'entre vous y pensent et je veux vous donner une perspective qui va peut-être changer votre façon de vous voir dans le miroir. La société nous bombarde d'images de femmes jeunes minces, parfaites, et nous dit que c'est ça l'idéal de beauté. Et les femmes de 45 à 60 ans qui ont des corps qui ont vécu, qui ont porté des enfants, qui ont traversé des épreuves, qui ont des rides, qui racontent une histoire, ces femmes regardent ces images et se sentent en dehors du jeu, exclues, pas assaisies bien. Et c'est une violence que je trouve profondément injuste et profondément fausse, parce que voici ce que la science nous dit réellement sur l'attractivité. L'attractivité n'est pas une question de conformité à un standard. L'attractivité est une énergie. C'est quelque chose qui se dégage d'une personne qui est à l'aise dans son corps, qui l'habite pleinement, qui ne s'excuse pas de l'avoir. Et cette énergie, elle n'a pas d'âge. Elle n'a pas de taille de vêtements, elle n'a pas de critères physiques précis. J'ai connu des femmes de 25 ans qui n'avaient aucune présence physique parce qu'elles étaient tellement mal dans leur corps qu'elles disparaissaient dans une pièce. Et j'ai connu des femmes de 55 ans qui entraient quelque part et dont tout le monde se retournait, pas parce qu'elles correspondaient à un standard de beauté, mais parce qu'elles habitaient leur corps avec une confiance et une grâce qui étaient absolument magnétiques. La différence entre ces deux types de femmes, ce n'est pas le corps, c'est la relation au corps, c'est la relation au corps. Et cette relation, vous pouvez la transformer, pas en changeant votre corps, mais en changeant votre façon de l'habiter. Voici comment. Commencez par arrêter de vous regarder dans le miroir en cherchant les défauts. Je sais que c'est un réflexe automatique pour beaucoup de femmes. On se regarde et on voit immédiatement ce qu'on n'aime pas, les rides, la peau qui a changé, les kilos en trop. Et chaque fois qu'on fait ça, on envoie un signal à notre cerveau qui dit « mon corps n'est pas acceptable ». Et ce signal se traduit dans notre posture, dans notre façon de bouger, dans notre façon d'occuper l'espace. On se fait petite, on se cache, on s'excuse d'exister. Alors voici l'exercice que je vous propose. Chaque matin, quand vous vous regardez dans le miroir, trouvez une chose que vous aimez dans ce que vous voyez. Juste une autre, ça peut être vos yeux, votre sourire, la façon dont vos cheveux tombent, la courbe de votre cou, peu importe. Trouvez une chose et dites-la à voix haute, pas dans votre tête, à voix haute, parce que les mots prononcés à voix haute ont un impact différent sur notre cerveau que les pensées silencieuses. Et faites ça tous les jours, pendant 30 jours, et observez ce qui se passe dans votre relation à votre propre corps. Ce n'est pas du développement personnel superficiel. C'est de la neuroplasticité appliquée. Vous entraînez votre cerveau à chercher le positif au lieu du négatif. Et au bout de 30 jours, ce pattern va commencer à changer. Vous allez commencer à vous voir différemment. Et quand vous vous verrez différemment, les autres vous verront différemment. Parce que la confiance en soi, ça se voit, ça se sent. Et ça attire
Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose qui est au cœur de l'attraction masculine, quelque chose que les hommes ne disent presque jamais parce qu'ils n'ont pas les mots pour le décrire, mais que j'observe dans mon travail clinique de façon constante. Les hommes sont attirés par les femmes qui ont une vie qui leur appartient, une vie avec des passions, des ambitions, des projets, des amis, des rires, des aventures. Une vie qui serait intéressante même si l'homme n'était pas là. Et je sais ce que vous pensez, peut-être vous pensez, mais si j'ai une vie trop remplie, il va se sentir exclu. Il va penser que je n'ai pas besoin de lui. Et c'est là une des grandes confusions que j'observe chez les femmes qui cherchent à plaire. C'est les femmes qui cherchent à plaire. La peur d'être trop indépendante, trop accomplie, trop vivante, de peur que ça fasse peur aux hommes. Alors laissez-moi vous dire quelque chose de très clair. Les hommes qui ont peur de votre indépendance, de votre accomplissement, de votre vitalité, ne sont pas des hommes qui méritent votre attention. Ce sont des hommes qui cherchent une femme diminuée pour se sentir grand. Et vous ne voulez pas de ça. Vous méritez un homme qui est fasciné par votre vie, qui veut en faire partie, qui est fier d'être à côté de vous. Et cet homme-là, il existe, mais il ne sera attiré que par une femme qui a une vie qui vaut la peine d'être rejointe. Alors construisez cette vie. Pas pour lui, pour vous, parce que vous le méritez, parce que vous avez 50 ans de sagesse, d'expérience, d'intelligence émotionnelle accumulée, et tout ça mérite d'être exprimé, vécu, célébré, pas caché, pas minimisé, pas sacrifié sur l'autel d'une relation qui ne vous voit pas vraiment. Voici un autre aspect fondamental que je veux aborder avec vous maintenant, et c'est quelque chose qui touche à la psychologie masculine de façon très profonde. Les hommes ont besoin de se sentir utiles. Pas indispensable, pas nécessaire pour votre survie émotionnelle, mais utile. Il y a une différence subtile mais cruciale entre ces deux choses. Un homme qui sent que vous avez besoin de lui pour exister va se sentir étouffé et va fuir. Un homme qui sent qu'il peut vous apporter quelque chose de précieux, qu'il peut contribuer à votre bonheur d'une façon significative, cet homme va vouloir rester et faire davantage. Alors, comment créer cette dynamique en étant sélectif dans ce que vous demandez, en ne demandant pas d'aide pour tout, mais en demandant de l'aide pour des choses qui comptent vraiment? En laissant l'homme contribuer à votre vie d'une façon qui soit significative pour lui et en exprimant une vraie gratitude quand il le fait. Pas une gratitude performée, pas un merci de politesse, mais une vraie reconnaissance qui lui dit « ce que tu fais pour moi a de la valeur ». Et voici le paradoxe magnifique de tout ça. Plus vous êtes indépendante, plus vous avez une vie riche et pleine, plus la contribution de l'homme dans votre vie devient précieuse. Parce qu'elle n'est pas nécessaire à votre survie, elle est choisie. Elle est un cadeau que vous acceptez avec joie, pas une béquille dont vous avez désespérément besoin. Et cette façon de recevoir avec grâce et avec joie, mais sans dépendance, est absolument magnétique. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est peut-être la chose la plus importante de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, et c'est la question du mystère. Du mystère féminin, pas le mystère au sens de manipulation, pas le mystère au sens de je cache des choses pour créer de la tension artificielle, mais le mystère au sens de je suis un être humain complexe, profond, en constante évolution, et il est impossible de me connaître complètement. Voici ce qui se passe dans beaucoup de relations longues. Au début, les deux personnes se découvrent. Chaque conversation révèle quelque chose de nouveau. Chaque moment partagé ajoute une couche de connaissance, de compréhension, et c'est magnifique. C'est ce qui crée la connexion initiale. Mais avec le temps, si on ne fait pas attention, on cesse de se développer, on cesse de grandir, on devient prévisible, et la prévisibilité en relation amoureuse est l'ennemi du désir. Les femmes les plus magnétiques que j'ai connues sont des femmes qui ne cessent jamais de se développer, qui lisent, qui apprennent, qui voyagent, qui expérimentent, qui changent d'avis, qui découvrent de nouvelles passions, qui remettent en question leurs certitudes. Des femmes qui sont différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient il y a 5 ans et qui seront différentes encore dans 5 ans.
Et cette évolution constante crée un mystère naturel, authentique, qui maintient la fascination de l'autre vivante indéfiniment. Alors posez-vous la question, est-ce que vous évoluez? Est-ce que vous apprenez des choses nouvelles? Est-ce que vous challengez vos propres croyances? Est-ce que vous sortez de votre zone de confort régulièrement? Si la réponse est non, si vous faites les mêmes choses, pensez les mêmes pensées, voyez les mêmes personnes depuis des années, alors c'est peut-être là que se trouve une partie de la réponse à votre manque d'attractivité. Pas dans votre corps, pas dans votre âge, mais dans votre niveau de croissance personnelle. Et je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. La croissance personnelle n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose que vous faites quand vous avez le temps ou l'argent, c'est une nécessité vitale. C'est ce qui vous maintient vivante, lumineuse, intéressante. Et c'est ce qui maintient les relations vivantes, lumineuses, intéressantes. Alors choisissez quelque chose que vous avez envie d'apprendre depuis longtemps et que vous n'avez pas encore fait, une langue étrangère, un instrument de musique, la peinture, la cuisine d'une autre culture, l'astronomie, peu importe. Choisissez quelque chose qui vous attire vraiment et commencez, pas demain, pas la semaine prochaine, cette semaine. Aujourd'hui, si possible, parce que chaque jour que vous attendez est un jour de moins d'être la femme extraordinaire que vous pouvez être. Permettez-moi de vous parler maintenant de quelque chose qui touche directement à la dynamique de séduction, quelque chose que j'appelle l'art de la tension positive. La tension positive, c'est cette légère excitation, cette légère incertitude agréable qui existe entre deux personnes qui s'attirent et qui ne savent pas encore exactement où ça va les mener. Et c'est quelque chose que beaucoup de femmes, par peur de perdre l'autre, éliminent trop vite en se montrant trop disponibles, trop certaines, trop prévisibles. La tension positive, ça ne veut pas dire jouer des jeux, ça ne veut pas dire être froide ou distante, ça veut dire maintenir un espace entre vous et l'autre où quelque chose peut encore se passer, où la surprise est encore possible, où l'avenir n'est pas encore complètement écrit. Et ça se crée de façon très naturelle quand vous avez une vie riche, des opinions propres, des moments qui vous appartiennent et des surprises à partager. Voici quelque chose de très concret. La prochaine fois que vous êtes avec un homme qui vous intéresse, ne lui dites pas tout sur vous, pas parce que vous lui cachez des choses, mais parce que vous laissez de la place pour la découverte. Répondez à ces questions avec chaleur et avec profondeur, mais laissez toujours quelque chose de non dit, quelque chose qui donne envie de revenir, de poser une autre question, de passer encore du temps avec vous pour en savoir plus. Et voici quelque chose d'encore plus important, soyez vraiment curieuse de lui. Pas de façon stratégique, pas pour lui plaire, mais parce que les êtres humains sont fascinants et que chaque personne que vous rencontrez a une histoire, des rêves, des peurs, des victoires qui valent la peine d'être connues. Et quand vous êtes vraiment curieuse de quelqu'un, ça se voit et ça crée une réciprocité naturelle. Il devient curieux de vous en retour et cette curiosité mutuelle est le terreau dans lequel le désir pousse et s'épanouit. Je veux maintenant aborder quelque chose que je considère comme absolument fondamental et que je n'entends presque jamais dans les discussions sur la séduction féminine. C'est la question de l'humour, de la légèreté, de la capacité à ne pas se prendre trop au sérieux. L'une des choses les plus séduisantes qu'une femme puisse faire, c'est de rire. De rire vraiment, pas de façon forcée, pas pour plaire, mais parce que quelque chose est vraiment drôle, et de faire rire. D'avoir cette légèreté qui dit « la vie est belle même quand elle est difficile et je peux en rire ». Les femmes qui ont traversé des épreuves et qui ont gardé leur sens de l'humour sont parmi les personnes les plus magnétiques que j'ai jamais rencontrées parce que leur humour n'est pas superficiel. Il est profond, il vient d'une place de sagesse et de résilience. Et ça touche les gens d'une façon qui va bien au-delà de la simple séduction physique. Alors si vous avez perdu votre sens de l'humour quelque part dans les difficultés de la vie, cherchez-le, il est encore là, il attend juste que vous lui donniez la permission de s'exprimer. Et je vous promets que quand vous le retrouverez, quand vous recommencerez à rire, vraiment à faire des blagues, à voir le côté absurde et comique des situations difficiles, votre vie entière va changer de couleur.
Et les hommes autour de vous vont être attirés par cette lumière comme par un phare dans la nuit. Voici quelque chose que j'ai appris après des décennies de travail clinique et que je veux partager avec vous avec toute la clarté dont je suis capable. La séduction authentique n'est pas une technique, ce n'est pas un ensemble de comportements calculés pour obtenir une réaction précise de l'autre. La séduction authentique est un état d'être. C'est le résultat naturel d'une femme qui est pleinement elle-même, qui s'aime suffisamment pour ne pas s'excuser d'exister, qui a une vie riche et intéressante, qui est présente dans son corps, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, et qui le communique avec clarté et avec grâce. Et voici la vérité que personne ne vous dit jamais assez clairement. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Pas dans le futur, quand vous aurez maigri ou quand vous aurez réglé vos problèmes, quand vous vous sentirez mieux dans votre peau, maintenant. Avec ce corps, avec cette vie, avec cette histoire. Vous avez une profondeur, une sagesse, une chaleur, une intelligence qui sont le fruit de 50 ans de vie vécue intensément. Et tout ça est extraordinairement précieux, extraordinairement séduisant pour les hommes qui ont eux-mêmes la profondeur nécessaire pour le voir. Et si l'homme dans votre vie ne le voit pas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez de valeur. C'est peut-être parce qu'il n'a pas lui-même la profondeur nécessaire pour apprécier ce que vous êtes. Et dans ce cas, la question n'est pas comment me transformer pour qu'il me voie. La question est est-ce que je veux vraiment être vu par quelqu'un qui ne sait pas me voir ? Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est profondément ancré dans la psychologie masculine, quelque chose que j'ai observé dans mes consultations de couple pendant des décennies. Les hommes ont une peur fondamentale que peu de gens reconnaissent et qui influence profondément leur comportement dans les relations. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être insuffisant. La peur que vous découvriez un jour qu'il n'est pas aussi fort, aussi sûr de lui, aussi compétent qu'il le prétend. Et voici comment cette peur interagit avec votre activité de façon très concrète. Quand vous êtes une femme qui se plaint constamment, qui critique, qui pointe les défauts, qui compare, vous activez cette peur chez l'homme. Et quand cette peur est activée, il se ferme, il se défend, il s'éloigne, pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il essaye de se protéger d'une douleur qu'il ne sait pas gérer autrement. À l'inverse, quand vous êtes une femme qui reconnaît ses efforts, qui valorise ce qu'il fait bien et qui lui donne l'espace d'être imparfait sans le juger, vous créez chez lui un sentiment de sécurité émotionnelle qui est absolument irrésistible. Parce que c'est rare, parce que la plupart des hommes ont passé leur vie à se sentir jugés, comparés, insuffisants, Et une femme qui les voit vraiment, qui les accepte dans leur complexité, qui les encourage sans les materner, cette femme devient un refuge. Et les refuges, on y revient toujours. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de tolérer des comportements inacceptables. Je ne suis pas en train de vous dire de vous taire quand quelque chose ne va pas. Je vous ai dit l'inverse il y a quelques minutes. Je vous dis de distinguer ce qui mérite d'être dit de ce qui est de la critique gratuite. De distinguer l'expression d'un besoin de l'attaque personnelle et de pratiquer cette distinction avec cohérence. Voici un exercice très pratique pour ça. Pendant une semaine, chaque fois que vous avez envie de critiquer quelque chose chez l'homme qui compte pour vous, posez-vous d'abord cette question. Est-ce que ce que je vais dire va nous rapprocher ou nous éloigner ? Si la réponse est nous éloigner, reformulez, trouvez une façon de dire la même chose qui exprime votre besoin sans attaquer sa valeur. Et si vous ne trouvez pas, attendez un moment plus calme, une formulation plus douce, une approche plus constructive. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence, c'est de l'intelligence relationnelle. Et l'intelligence relationnelle, c'est quelque chose que les femmes ont en abondance, bien plus que les hommes en général, et qu'elles n'utilisent pas toujours à leur avantage.
Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est directement lié à la question du titre de cette vidéo. Les hommes perdent le contrôle avec les femmes qui font certaines choses. Et parmi ces choses, il y en a une qui est particulièrement puissante et qui est souvent sous-estimée. C'est la capacité à être vulnérable de façon sélective. La vulnérabilité sélective, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que vous n'êtes pas une femme blindée qui ne montre jamais ses émotions, mais vous n'êtes pas non plus une femme qui déverse ses émotions sur l'autre dès la deuxième rencontre. C'est un équilibre subtil et magnifique entre l'ouverture et la retenue, entre le partage et la discrétion. Et c'est cet équilibre qui crée une tension émotionnelle positive qui est absolument fascinante. Quand vous partagez quelque chose de personnel, quelque chose de vrai, quelque chose qui vous coûte un peu de dire, et que vous le faites au bon moment, avec la bonne personne, dans le bon contexte, vous créez une connexion profonde et immédiate. L'autre se sent privilégié, il se sent choisi, il se sent digne de confiance. Et ces sentiments créent une réciprocité naturelle. Il va lui aussi s'ouvrir, partager, se montrer vulnérable. Et c'est dans cet espace de vulnérabilité partagée que les vraies connexions se forment. Mais si vous partagez trop vite, si vous vous mettez à nu émotionnellement dès le départ, vous créez une intimité artificielle qui va trop vite et qui fait peur à l'autre. Et si vous ne partagez jamais rien de personnel, si vous maintenez toujours une façade parfaite et imperméable, vous créez une distance qui empêche toute vraie connexion. L'art est dans le dosage, et comme tout art, ça s'apprend avec la pratique et avec l'expérience. Commencez par partager de petites choses personnelles. Pas vos traumas les plus profonds, pas vos peurs les plus intimes, mais de petites vulnérabilités, une inquiétude légère, une émotion authentique, un moment de doute, et observez comment l'autre reçoit ça. Et aller plus loin progressivement au rythme de la confiance qui se construit entre vous, permettez-moi de vous parler maintenant d'une réalité que j'observe dans mon travail et qui concerne spécifiquement les femmes de votre génération. Les femmes de 45 à 60 ans ont souvent vécu des décennies à s'occuper des autres, des enfants, d'un mari, de parents vieillissants, de collègues, d'amis. Et dans tout ça, elles ont souvent perdu l'habitude de s'occuper d'elles-mêmes, de se choisir, de mettre leurs propres besoins en priorité. Et je veux vous dire quelque chose de très clair à ce sujet. Se choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. C'est même un acte d'amour envers les autres. Parce qu'une femme qui se prend soin d'elle-même est une femme qui a quelque chose à donner. Une femme épuisée, vidée, qui a tout donné aux autres sans rien garder pour elle, cette femme n'a plus rien à offrir et cette absence de ressources intérieures se voit, se sent et crée précisément cette impression d'invisibilité dont je parlais au début. Alors apprenez à vous choisir, pas de façon dramatique, pas en abandonnant vos responsabilités, mais dans les petites choses du quotidien, choisissez de dormir suffisamment. Choisissez de manger des choses qui vous nourrissent vraiment. Choisissez de bouger votre corps d'une façon qui vous fait du bien. Choisissez de passer du temps avec des gens qui vous élèvent plutôt qu'avec des gens qui vous drainent. Choisissez des activités qui vous remplissent plutôt que des activités que vous faites par obligation. Et voici quelque chose de fascinant que j'ai observé cliniquement. Les femmes qui commencent à se choisir, qui commencent à prendre soin d'elles-mêmes de façon sincère, ces femmes changent physiquement, leur peau change, leurs yeux changent, leur posture change, leur façon de sourire change. Pas parce qu'elles ont utilisé de nouveaux produits de beauté, mais parce que quelque chose à l'intérieur s'est allumé. Et cette lumière intérieure est la chose la plus belle et la plus irrésistible qui soit. Je veux vous parler maintenant de quelque chose qui est peut-être l'aspect le plus profond et le plus durable de l'attractivité féminine. C'est ce que j'appelle la présence à la joie, la capacité à ressentir et à exprimer de la joie authentique dans les petites choses de la vie. Dans notre monde, la joie est souvent considérée comme quelque chose de superficiel, quelque chose qu'on ressent
ressent quand tout va bien, quand les grandes choses sont en place. Mais les femmes les plus magnétiques que j'ai connues ont une relation différente à la joie. Elles la trouvent dans les petites choses, dans une tasse de café parfait le matin, dans un coucher de soleil, dans une conversation qui prend une direction inattendue, dans un livre qui dit exactement ce qu'elle ressentait sans pouvoir le formuler. Et cette capacité à trouver de la joie dans le quotidien, à s'émerveiller, à être touché par la beauté ordinaire de la vie, c'est quelque chose d'absolument contagieux. Quand vous êtes avec une femme comme ça, vous vous sentez plus vivant, vous voyez le monde différemment, vous avez l'impression que la vie est plus riche, plus belle, plus intéressante. Et vous voulez rester près d'elle pour continuer à ressentir ça, alors cultivez votre capacité à la joie, pas de façon forcée, pas de façon performée, mais en faisant attention aux petits moments de beauté et de plaisir qui ponctuent votre journée et que vous passez peut-être à côté parce que vous êtes trop dans vos pensées, commencez à les noter. Littéralement, prenez un carnet et chaque soir, écrivez 3 choses qui vous ont procuré de la joie dans la journée. Pas des grandes choses, des petites. Et faites ça pendant 30 jours et observez ce qui se passe dans votre façon de vivre, dans votre façon d'être, dans la façon dont les gens vous perçoivent. C'est de la neuroplasticité appliquée à la joie. Vous entraînez votre cerveau à scanner l'environnement pour y trouver du positif au lieu du négatif. Et au bout de quelques semaines, ce scan devient automatique. Vous commencez à vivre dans un monde légèrement différent, légèrement plus coloré, légèrement plus doux, et les gens autour de vous le ressentent. Voici quelque chose d'important que je veux vous dire maintenant, quelque chose que j'aurais peut-être dû dire plus tôt, mais que je voulais garder pour ce moment où vous êtes vraiment avec moi, vraiment dans cette conversation. Vous méritez d'être heureuse. Pas conditionnellement, pas si vous faites les bonnes choses, pas si vous trouvez le bon chose, pas si vous trouvez le bon homme, pas si vous perdez quelques kilos ou si vous résolvez vos problèmes. Maintenant, tel que vous êtes, avec votre histoire, vos cicatrices, vos doutes, vos forces extraordinaires. Et je vais vous dire pourquoi c'est important dans le contexte de ce dont nous parlons. Les femmes qui croient profondément qu'elles méritent d'être heureuses font des choix différents. Elles ne restent pas dans des relations qui les diminuent. Elles ne tolèrent pas des comportements qui les blessent. Elles ne s'effacent pas pour rendre l'autre confortable et paradoxalement, cette conviction profonde qu'elles méritent le bonheur les rend infiniment plus attirantes parce qu'elles rayonnent une dignité, une assurance, une sérénité qui est absolument magnétique. Alors si vous doutez de vous-même, si vous vous demandez si vous méritez d'être aimé, si vous avez cette petite voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien, je veux que vous fassiez quelque chose de très précis. Je veux que vous pensiez à une femme que vous admirez. Pas une célébrité, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez vraiment. Une femme qui vous inspire, qui vous semble heureuse, qui semble avoir trouvé sa place dans le monde. Et demandez-vous ce que cette femme a que vous n'avez pas. Je parie que la réponse est pas grand-chose. Peut-être juste un peu plus de conviction qu'elle le mérite. Et cette conviction, vous pouvez la développer. Pas en un jour, pas en claquant des doigts, mais avec du travail, avec de la pratique, avec de la bienveillance envers vous-même. Et avec l'aide, si vous en avez besoin, d'un thérapeute ou d'un coach qui peut vous accompagner dans ce voyage. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est directement lié à la question de l'attractivité sur le long terme, quelque chose qui distingue les relations qui durent de celles qui s'éteignent. C'est la capacité à renouveler le désir, à maintenir la flamme vivante, non pas avec des techniques artificielles, mais avec une présence créative et intentionnelle dans la relation. Le désir, contrairement à ce qu'on croit souvent, ne disparaît pas naturellement avec le temps. Il disparaît avec la routine, avec la prévisibilité, avec l'absence de surprise et il peut être ravivé à tout moment par des gestes simples mais intentionnels.
un dîner dans un endroit nouveau, une conversation sur un sujet qu'on n'a jamais abordé, une activité partagée qui sort des habitudes, un message inattendu au milieu de la journée, un regard différent, plus direct, plus présent, qui dit « je te vois, je te désire, tu me fascines encore ». Ces gestes peuvent sembler simples, presque banals, mais leur impact est immense parce qu'ils disent à l'autre « je ne tiens pas cette relation pour acquise, je fais un effort ». Je veux que ça reste vivant. Et cet effort, cet investissement conscient dans la vitalité de la relation est l'une des choses les plus érotiques qui existent. Pas au sens physique du terme, au sens profond du terme, au sens de ce qui nourrit le désir de l'autre d'être avec vous. Alors faites quelque chose de différent cette semaine, quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps, quelque chose qui sort de la routine, quelque chose qui dit « je suis encore là, je suis encore pleine de surprises » et observez la réaction de l'homme dans votre vie. Je parie qu'elle vous surprendra. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui est peut-être le plus délicat de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est la question du pardon. Pas le pardon dans le sens religieux ou moral du terme, mais le pardon dans le sens psychologique, thérapeutique, libérateur, le fait de lâcher les rancœurs, les blessures passées, les trahisons anciennes, pas pour l'autre, mais pour vous-même. Voici ce que j'observe cliniquement. Les femmes qui portent des rancœurs non digérées, des blessures non guéries, des colères non exprimées, ces femmes ont une énergie alourdie. Pas dans un sens mystique, dans un sens très concret. Leur corps est tendu, leur regard est légèrement fermé, leur façon de parler a une légère dureté. Et tout ça se voit, se sent, crée une distance avec les autres. Le pardon, dans ce contexte, c'est le fait de décider que vous n'allez plus laisser les blessures du passé définir votre présent. C'est le fait de reprendre votre énergie qui était investie dans la rancœur et de la réinvestir dans votre vie, dans votre joie, dans vos relations présentes. Et ça vous libère d'une façon qui est physiquement visible. Votre corps se détend, votre regard s'ouvre, votre sourire devient plus facile et cette légèreté retrouvée est absolument magnétique. Je ne suis pas en train de vous dire que ce que vous avez vécu n'était pas réel ou n'était pas grave. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez accepter des comportements inacceptables. Je vous dis que le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même et que ce cadeau va transformer votre façon d'être dans le monde d'une façon qui va directement impacter votre attractivité. Comment pardonner concrètement? C'est un processus, pas un événement. Ça commence par reconnaître la blessure, lui donner de l'espace, ne pas la minimiser. Puis ça continue par exprimer la colère d'une façon saine, pas en direction de l'autre nécessairement, mais dans un journal, dans une thérapie, dans une conversation avec une amie de confiance. Et puis, progressivement, ça se fait en choisissant consciemment chaque jour de ne pas laisser cette blessure définir qui vous êtes aujourd'hui. C'est un travail, parfois long, parfois douloureux, mais c'est l'un des investissements les plus rentables que vous puissiez faire dans votre vie relationnelle et dans votre bien-être général. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est très concret et très pratique, quelque chose que vous pouvez faire dès ce soir pour commencer à changer la dynamique de vos relations. C'est ce que j'appelle l'art de la conversation profonde. La plupart des conversations que nous avons au quotidien sont superficielles, pas parce que nous sommes superficiels, mais parce que nous n'avons pas appris à aller en profondeur. Nous parlons de ce que nous avons fait, de ce que nous allons faire, dès ce que nous allons faire, des nouvelles, de la météo, et tout ça est bien, tout ça est nécessaire. Mais ça ne crée pas de connexion profonde, ça ne crée pas cette intimité qui maintient le désir vivant. La conversation profonde, c'est quand vous posez des questions qui vont au-delà des faits. Des questions sur les rêves, les peurs, les valeurs, les expériences qui ont forgé l'autre. Et des questions comme qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux dans votre vie, ou qu'est-ce que vous regrettez le plus, ou qu'est-ce qui vous fait encore peur aujourd'hui, ou qu'est-ce que vous aimeriez vivre avant de mourir.
Ces questions créent des conversations qui restent, qui résonnent, qui créent des liens durables. Et voici la chose magnifique. Quand vous posez ces questions à quelqu'un, vous lui donnez quelque chose d'extraordinaire. Vous lui donnez la permission d'être profond. Vous lui donnez l'espace d'être lui-même au-delà de sa façade sociale. Et les gens qui reçoivent ce cadeau ne l'oublient jamais. Ils vous associent à ce sentiment de liberté, de vérité, de profondeur. Et ils veulent retrouver ce sentiment avec vous. Alors, la prochaine fois que vous êtes avec quelqu'un qui compte pour vous, posez une question profonde. Juste une, et écoutez vraiment la réponse. Pas en pensant à ce que vous allez dire ensuite, en étant vraiment là, vraiment curieuse, vraiment présente, et observer ce qui se passe dans l'espace entre vous. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est fondamental et qui est souvent négligé dans les discussions sur la séduction. C'est la question du toucher. Pas le toucher sexuel, mais le toucher affectif, le toucher de connexion, le toucher qui dit « je suis là, tu existes, je te vois ». Les êtres humains ont besoin de toucher. C'est une réalité neurobiologique. Le toucher active l'ocytocine, l'hormone de l'attachement qui crée des liens profonds et durables. Et une femme qui sait toucher avec intention, avec grâce, avec chaleur, crée des connexions qui vont bien au-delà de ce que les mots peuvent créer. Je ne parle pas de toucher de façon inappropriée ou forcée. Je parle d'un toucher léger sur le bras pendant une conversation, d'une main posée brièvement sur l'épaule de l'autre quand il dit quelque chose qui vous touche, d'un regard qui accompagne ce toucher et qui lui donne sa signification. Ces gestes semblent petits, mais leur impact est immense. Ils créent une intimité physique douce qui prépare le terrain pour une intimité émotionnelle plus profonde. Et pour les femmes qui ont perdu l'habitude du toucher, qui sont devenues méfiantes envers leur propre corps ou envers le corps des autres, je veux vous dire que vous pouvez réapprendre que le toucher est un langage que vous pouvez retrouver progressivement à votre rythme dans des situations qui vous semblent sûres et confortables. Voici quelque chose que je veux vous dire maintenant avec toute la clarté et toute la chaleur dont je suis capable. Vous êtes à un moment de votre vie où vous avez plus à offrir que vous ne l'avez jamais eu, pas moins, plus la sagesse que vous avez acquise, l'intelligence émotionnelle que vous avez développée, la profondeur que vous avez trouvée dans l'épreuve, la capacité d'amour que vous avez cultivée pendant des décennies, tout ça est extraordinairement précieux, tout ça est extraordinairement séduisant pour les hommes qui ont eux-mêmes la maturité nécessaire pour l'apprécier. Et si vous n'avez pas encore trouvé cet homme, ou si vous essayez de reconquérir celui qui est dans votre vie, sachez que le chemin passe par vous, par votre relation à vous-même, par votre capacité à vous voir avec bienveillance et avec clarté, par votre décision de vous choisir chaque jour, de vous nourrir, de vous développer, de vous permettre d'être heureuse. Et je veux vous poser une dernière question avant de continuer, une question qui est peut-être la plus importante de toutes. Est-ce que vous vous aimez ? Pas de façon narcissique, pas de façon parfaite, mais est-ce que vous avez une relation de base bienveillante avec vous-même ? Est-ce que vous vous parlez avec la même gentillesse que vous utiliserez avec une amie chère ? Est-ce que vous vous accordez la même compassion que vous accorderiez à quelqu'un que vous aimez profondément ? Si la réponse est non, si vous vous parlez avec dureté, si vous vous jugez constamment, si vous ne vous accordez jamais de grâce, alors c'est là que commence le vrai travail, parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Et vous ne pouvez pas créer une relation d'amour saine avec quelqu'un d'autre si vous n'avez pas une relation d'amour de base avec vous-même. La bienveillance envers soi-même, ce que les psychologues appellent la self-compassion, est l'une des ressources psychologiques les plus importantes qui existent et les recherches scientifiques le confirment.
Les personnes qui ont un niveau élevé de self-compassion ont de meilleures relations, une meilleure santé mentale, une plus grande résilience face aux épreuves et paradoxalement une plus grande capacité à s'améliorer et à grandir. Alors commencez là, commencez par vous parler avec douceur, par vous accorder le bénéfice du doute, par reconnaître que vous faites de votre mieux avec ce que vous avez et par décider que ça suffit, que vous suffisez. Tel que vous êtes maintenant dans ce moment. Je veux maintenant vous parler d'un aspect très spécifique de la psychologie masculine qui est souvent mal compris et qui, quand vous le comprenez vraiment, change tout dans votre façon d'interagir avec les hommes. C'est ce que j'appelle le besoin masculin de se sentir admiré. Les hommes ont un besoin fondamental d'admiration. Pas de flatterie vide, pas de compliments faux, mais d'une reconnaissance authentique de leurs forces, de leurs qualités, de leurs accomplissements. Et ce besoin est souvent non satisfait parce que dans notre culture, on parle beaucoup de ce que les hommes font de mal, de leurs manques, de leurs insuffisances, mais rarement de ce qu'ils font bien. Quand vous reconnaissez sincèrement quelque chose de bien chez un homme, quand vous lui dites avec conviction « J'admire vraiment ta façon de gérer cette situation où tu as une intelligence que j'apprécie vraiment », quelque chose se passe chez lui qui est très puissant. Il se sent vu dans sa valeur et cette sensation de se sentir vu dans sa valeur crée une connexion émotionnelle profonde et durable. Mais attention, je dis sincèrement, la flatterie fausse se voit immédiatement et crée l'effet inverse. Elle crée de la méfiance. Alors ne dites que ce que vous pensez vraiment. Et cherchez vraiment ce que vous admirez chez l'homme dans votre vie, parce que si vous cherchez, vous trouverez. Et si vous exprimez ce que vous trouvez avec authenticité, vous créerez quelque chose de beau. Voici quelque chose d'important que je veux ajouter ici. L'admiration n'est pas de la soumission, ce n'est pas de la déférence. Ce n'est pas diminuer votre propre valeur pour élever la sienne. C'est reconnaître ce qui mérite d'être reconnu tout en restant pleinement vous-même, pleinement votre propre personne, avec vos propres forces et votre propre valeur. Et cette combinaison, une femme forte qui reconnaît la force de l'autre, est absolument magnétique. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose qui est lié à la question du désir à long terme et qui est souvent la clé de la différence entre les relations qui durent et celles qui s'éteignent. C'est la capacité à maintenir une certaine polarité dans la relation. La polarité entre le féminin et le masculin, entre la douceur et la force, entre la vulnérabilité et l'assurance. Dans les relations qui durent longtemps, il y a souvent une tendance à la fusion, à devenir de plus en plus similaire, à perdre mes différences qui créent l'attraction initiale. Et cette fusion, bien qu'elle soit confortable, bien qu'elle crée une certaine sécurité, tue progressivement le désir, parce que le désir se nourrit de la différence, de l'altérité, de ce que l'autre est et que vous n'êtes pas. Alors maintenez votre féminité, pas au sens stéréotypé du terme, pas au sens de vous conformer à un rôle, mais au sens de rester en contact avec votre propre nature, avec ce qui vous est propre, avec ce qui vous différencie de l'autre. Vos émotions, votre intuition, votre façon de voir le monde, votre sensibilité, votre créativité, ces qualités ne sont pas des faiblesses. Ce sont des forces et ce sont des sources d'attraction puissantes. Et voici quelque chose de fondamental. Ne cherchez pas à devenir comme lui pour lui plaire, ne perdez pas votre féminité dans une tentative de fusion, restez différente, restez mystérieuse, restez vous-même. Et cette différence, cette altérité, cette façon d'être qui n'est pas la sienne, c'est précisément ce qui le fascinera toujours. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est très concret et que vous pouvez commencer à faire dès demain matin. C'est ce que j'appelle le rituel de la beauté intentionnelle. Et non, je ne parle pas de passer 2 heures devant le miroir. Je parle de quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus profond. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez 10 minutes pour vous, juste pour vous. Pas pour préparer les enfants, pas pour répondre aux messages, pas pour planifier votre journée. Pour vous. Et dans ces 10 minutes, faites quelque chose qui honore votre corps et votre féminité. Ça peut être choisir une tenue que vous aimez vraiment, pas juste pratique, mais belle.
Ça peut être mettre un parfum que vous adorez. Ça peut être vous coiffer d'une façon qui vous plaît. Ça peut être vous coiffer d'une façon qui vous plaît. Ça peut être vous regarder dans le miroir avec bienveillance et vous dire quelque chose de gentil. Ce rituel n'est pas superficiel. Il est profond. Parce qu'il dit à votre cerveau, dès le matin, que vous méritez de l'attention, que votre corps mérite d'être honoré, que votre féminité est précieuse. Et cette conviction, à répéter chaque matin, va progressivement transformer votre relation à vous-même et par conséquent votre relation aux autres. Je veux aborder maintenant quelque chose qui est peut-être l'un des aspects les plus sous-estimés de l'attractivité féminine, c'est la force tranquille, cette capacité à être forte sans être dure, à être assurée sans être arrogante, à savoir ce qu'on veut sans être rigide. Cette façon d'être qui dit je suis solide, je suis enraciné, je sais qui je suis et rien de ce que tu feras ne peut m'ébranler profondément, cette force tranquille est le résultat de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. De la présence incarnée, de l'indépendance émotionnelle, de la connaissance de soi, de la bienveillance envers soi-même, de la capacité à dire non, de la richesse de la vie intérieure. Quand tout ça est en place, quand vous avez travaillé sur tous ces aspects, quelque chose se cristallise en vous qui est absolument magnétique. Les hommes sentent cette force tranquille et ils y sont attirés d'une façon presque instinctive parce qu'elle leur dit que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui ne va pas s'effondrer à la première difficulté, quelqu'un qui a une colonne vertébrale émotionnelle solide et cette solidité, loin de les intimider, les rassure. Elle leur permet d'être eux-mêmes, de baisser leur garde, d'être vulnérables à leur tour. Et c'est dans cet espace de sécurité mutuelle que les vraies relations d'amour se construisent. Alors travaillez sur votre force tranquille, pas en devenant dur, pas en supprimant vos émotions, pas en faisant semblant d'être forte quand vous ne l'êtes pas, mais en développant progressivement cette certitude intérieure que vous pouvez traverser les tempêtes, que vous l'avez déjà fait, que vous le referez si nécessaire, et que cette capacité de résilience est l'une de vos plus grandes beautés. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est très important dans le contexte de ce que nous vivons aujourd'hui, dans ce monde de réseaux sociaux, de comparaisons permanentes, de standards de beauté irréalistes. C'est la question de l'authenticité radicale. Le fait d'être vraiment vous-même, sans filtre, sans performance, sans tentative de correspondre à un idéal extérieur. L'authenticité radicale est peut-être la chose la plus rare et la plus précieuse qui existe dans notre monde contemporain parce que tout le monde performe. Tout le monde présente une version filtrée et améliorée de lui-même et dans ce contexte, une personne qui est vraiment elle-même, qui assume ses contradictions, ses imperfections, ses doutes, cette personne est un choc positif. Elle est rafraîchissante, elle est magnétique. Et voici ce que j'observe dans ma pratique, les femmes qui ont le plus de succès dans leurs relations, qui attirent le plus facilement des hommes de qualité, ne sont pas les plus parfaites. Ce sont les plus authentiques. Celles qui ne prétendent pas être ce qu'elles ne sont pas, qui assument leurs opinions même quand elles ne sont pas populaires, qui partagent leurs passions même si elles semblent étranges, qui montrent leurs émotions sans s'en excuser, qui sont capables de dire « je ne sais pas » ou « j'ai eu tort » ou « j'ai besoin d'aide » sans que ça diminue leur valeur. Cette authenticité crée une confiance immédiate. Elle dit à l'autre « ce que tu vois est réel. Tu peux me faire confiance. Tu n'as pas besoin de deviner ce que je pense ou ce que je ressens. » Et cette confiance est la base de toute relation durable et profonde. Alors, osez être authentique. Osez être imparfaite, osez être complexe, osez être contradictoire, parce que c'est dans votre complexité, dans vos contradictions, dans vos imperfections assumées que réside votre vraie beauté. Et les hommes qui valent la peine d'être aimés, les hommes qui ont eux-mêmes la profondeur et la maturité nécessaires, ces hommes seront fascinés par cette authenticité, ils ne veulent pas une femme parfaite, ils veulent une femme vraie.
Je veux vous parler maintenant de quelque chose qui est peut-être la conclusion naturelle de tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. C'est la question de votre vision de vous-même dans le futur, de qui vous voulez être dans 10 ans, dans 20 ans, de la femme que vous êtes en train de construire jour après jour avec chaque choix que vous faites. Parce que voici ce que j'ai appris après des décennies de travail avec des êtres humains. Les personnes les plus épanouies, les plus heureuses et les plus magnétiques ne sont pas celles qui ont eu la vie la plus facile. Ce sont celles qui ont eu la vision la plus claire de qui elles voulaient être et qui ont travaillé chaque jour avec courage, avec constance pour devenir cette personne. Et alors je vous pose cette question. Qui voulez-vous être ? Pas dans le sens de quel rôle social vous voulez jouer, pas dans le sens de quels objectifs professionnels vous voulez atteindre, dans le sens profond du terme, quelle femme voulez-vous être, quelle valeur voulez-vous incarner, et quelle énergie voulez-vous dégager, quel impact voulez-vous avoir sur les gens qui vous entourent. Prenez le temps de répondre à cette question, écrivez la réponse et puis regardez votre vie actuelle et demandez-vous dans quelle mesure vous vivez déjà en accord avec cette vision. Et identifier un petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous rapprocher d'elle, juste un petit pas, parce que les grands changements sont toujours le résultat de petits pas répétés avec constance. Et voici ce que je vous promets. Si vous faites ce travail, si vous vous engagez sérieusement dans ce voyage vers vous-même, votre vie va changer. Pas parce que vous aurez trouvé la formule magique pour séduire les hommes, mais parce que vous serez devenu la version la plus vivante, la plus pleine, la plus authentique de vous-même, et cette version de vous est absolument irrésistible. Voici quelque chose que je veux ajouter maintenant. Quelque chose qui est important et qui concerne spécifiquement la situation de celles d'entre vous qui sont peut-être en train de traverser une séparation ou qui essayent de renouer avec quelqu'un qu'elles ont perdu. Je veux vous parler de la différence entre reconquérir quelqu'un et vous reconquérir vous-même. Beaucoup de femmes dans cette situation concentrent toute leur énergie sur lui, sur ce qu'elles peuvent faire pour le faire revenir, sur comment le rendre jaloux, sur comment lui montrer qu'elles ont changé, sur comment créer les conditions pour qu'il les veuille à nouveau. Et je comprends cette impulsion. La douleur de la perte est réelle, le désir de le retrouver est réel. Mais cette stratégie, centrée entièrement sur lui, est à l'envers. Parce que voici ce qui se passe quand vous vous concentrez entièrement sur lui. Vous perdez de vue vous-même, vous devenez une stratège de la séduction plutôt qu'une femme vivante et authentique. Et les stratèges, ça se voit. Ça crée une légère artificialité, une légère tension qui fait exactement l'effet inverse de ce que vous cherchez. La vraie reconquête, la seule qui fonctionne vraiment, commence par vous reconquérir vous-même. Par apprendre possession de votre vie, de vos passions, de votre joie, de votre identité. Et quand vous faites ça, quand vous redevenez pleinement vous-même, deux choses peuvent se passer. Soit il vous revient attiré par cette nouvelle énergie, par cette femme qu'il reconnaît et qu'il avait peut-être perdu de vue, soit il ne revient pas. Et dans ce cas, vous avez quand même gagné quelque chose d'infiniment précieux. Vous vous êtes retrouvé. Et avec ça, vous êtes prête pour une relation encore plus belle avec quelqu'un qui saura vraiment vous voir. Dans les deux cas, vous gagnez. Et c'est ça la vraie stratégie. Pas de chercher à le reconquérir lui, mais de vous reconquérir vous. Je veux maintenant vous parler d'une dernière chose, quelque chose qui est peut-être la plus importante de tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. C'est la question de la patience bienveillante envers votre propre processus de transformation. Les changements que je vous ai décrits aujourd'hui ne se font pas du jour au lendemain. La présence incarnée, l'indépendance émotionnelle, la force tranquille, la capacité à dire non avec grâce, la joie cultivée, l'authenticité radicale, tout ça se développe progressivement avec du temps, avec de la pratique, avec des rechutes inévitables et des recommencements nécessaires. Et pendant ce processus, vous allez avoir des jours où vous vous sentirez lumineuse et forte et pleine. Et vous allez avoir des jours où vous vous sentirez à nouveau petite, fragile, pleine de doutes.
Et les deux sont normaux. Les deux font partie du voyage. Et la façon dont vous vous traitez dans les jours difficiles est aussi importante que la façon dont vous vivez les jours de grâce. Alors soyez patiente avec vous-même, soyez douce avec vous-même. Accordez-vous le droit de ne pas être parfaite dans votre transformation. Accordez-vous le droit de retomber dans les vieux patterns parfois. Et accordez-vous surtout le droit de vous relever, de continuer, de ne pas abandonner. Parce que vous méritez d'arriver à destination, et la destination, c'est vous-même. La version la plus pleine, la plus vivante, la plus aimante de vous-même. Et je veux terminer cette conversation avec quelque chose que je dis rarement en public, mais que je pense profondément. Les femmes de votre génération sont les femmes les plus courageuses que je connaisse. Vous avez traversé des transformations sociales, culturelles, familiales d'une ampleur sans précédent. Vous avez souvent dû choisir entre des rôles contradictoires, être à la fois mère et professionnelle, épouse et individu aimante et forte. Vous avez porté des poids que la société ne reconnaissait pas toujours. Et vous êtes encore là, encore debout, encore capable de chercher comment vous améliorer, comment vous épanouir, comment aimer et être aimé. C'est extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Et si personne ne vous l'a dit récemment, je vous le dis maintenant avec toute la conviction dont je suis capable. Vous méritez d'être heureuse, vous méritez d'être heureuse, vous méritez d'être désirée, vous méritez d'être vue dans toute votre complexité et votre beauté, et vous avez en vous tout ce qu'il faut pour créer cette vie, tout sans exception. Alors commencez aujourd'hui, pas demain, pas quand vous vous sentirez prête, pas quand les conditions seront parfaites. Aujourd'hui, avec un seul petit geste, un seul exercice parmi ceux que je vous ai proposés, une seule décision de vous traiter avec plus de bienveillance, de vous permettre d'être plus présente, de vous choisir un peu plus. Et revenez me voir, parce que ce que je partage ici n'est pas une formule magique, c'est un voyage. Et les voyages sont plus beaux quand on ne les fait pas seul. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que je vais continuer à vous accompagner dans ce voyage avec toute la science, toute l'honnêteté et toute la chaleur dont je suis capable, parce que vous le méritez et parce que le monde a besoin de femmes qui brillent vraiment. Je m'appelle Christophe André et je vous remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous, vraiment.